Je range mon bureau, c'est la 46A. Pourquoi la 46A? Eh bien parce que je ne compte pas faire de montage et je sais que je vais dépasser les 20 minutes vu tous les livres dont je dois parler. Et donc je vais le faire en plusieurs fois, je crois que j'avais fait ça pour la 22. Et c'est pour ça d'ailleurs que le nombre, les numéros plus exactement, des vidéos ne correspond pas au nombre de vidéos dans la playlist. Mais c'est plus rigolo comme ça. Enfin moi je trouve ça plus rigolo comme ça. Alors je commence par parler de deux livres que je n'ai pas lus, mais je vais en dire deux mots quand même. Deux recueils de nouvelles de Kenneth Coke, traduits de l'anglais par Mireille Vignol, La vengeance du Wombat et autres histoires du bush, et Le koala tueur et autres histoires du bush. Ce sont des livres que mon épouse a déjà lus il y a fort longtemps, qui sont des récits complètement exubérants et comiques à partir d'animaux en grande partie fantasmés, à partir des animaux australiens, qui sont ici représentés sous un jour inhabituel, je crois. Et ça fait déjà de nombreuses années que j'aimerais lire ces textes en anglais, mais je ne les ai pas trouvés. Je sais que la dernière fois que j'ai regardé il y a quelques années, c'était absolument hors de prix, même d'occasion, en anglais, sur les sites internet. Donc j'ai pour l'instant laissé tomber. Et la raison pour laquelle ces livres sont sur mon bureau, c'est qu'on a fait un peu de rangement dans la chambre de mon fils aîné, et qu'on les y a retrouvés, et que mon épouse a voulu les récupérer. Donc il va falloir que je range ça. Ça c'est juste en préambule. Je poursuis avec deux livres qui m'ont été offerts par un ami français expatrié à Montréal. Ils sont venus nous voir, lui et son épouse. Et donc Yves-Emmanuel, qui se reconnaîtra peut-être, s'il regarde cette vidéo, nous a apporté plusieurs disques et plusieurs livres. On a commencé un petit peu à faire le tour, et j'ai notamment lu pour l'instant une pièce de théâtre de Marcel Dubé, Zone. C'est une pièce de théâtre des années 50, je crois, il faut que je vérifie, non, création en 1960, et c'est une pièce de théâtre très touchante, qui se passe dans un milieu d'adolescents aux marges de la légalité. Ce sont des adolescents un peu livrés à eux-mêmes, et qui, avec un chef charismatique, se lance dans tout un trafic, et ça finit mal, plus exactement. Il y a une structure en trois temps. Il y a le premier acte dans lequel on les voit à l'action, un acte 2 dans lequel ils sont au poste de police, et c'est d'ailleurs assez étonnant parce que ce deuxième acte s'intitule Le procès, alors qu'il s'agit plutôt de l'interrogatoire. Et le dernier acte s'appelle La mort, puisque le leader, le meneur du groupe, doit être mis à mort. Donc c'est aussi une pièce de théâtre qui interroge toute cette question évidemment de la culpabilité, du système pénal et de la mise à mort. Il y a des très beaux personnages, et notamment le personnage de Ciboulette qui est très intéressant dans cette pièce de théâtre. J'ai assez aimé. Ça n'a pas entièrement bien vieilli, on peut dire ça comme ça, mais c'est une pièce de théâtre tout à fait intéressante. Et c'est la première pièce de théâtre, si je ne m'abuse, de Marcel Dubé. Alors Marcel Dubé, je ne connais pas du tout, je ne connaissais pas du tout, maintenant je connais un peu mieux. J'ai lu cette pièce de théâtre, je n'en ai pas vu de version représentée. Mais quand on regarde ensuite la liste des œuvres du même auteur, on voit que c'est un auteur dramatique prolifique. Je vous montre juste, vous voyez cette partie-là, juste la rubrique théâtre, vous voyez, eh bien, il y en a beaucoup. Et donc c'est apparemment un grand classique québécois. Eh bien, comme il arrive, malheureusement, eh bien, les grands classiques québécois, on ne les connaît pas toujours, en tout cas on ne les connaît pas quand, comme moi, on n'est pas spécialiste du Québec. Autre plume québécoise, une poète, Hélène Dorion, et c'est une coédition des éditions du Noroy et du Desbleux. C'est un livre publié en 1990, Un visage appuyé contre le monde. Et Un visage appuyé contre le monde, j'ai beaucoup aimé ce recueil, c'est une très belle voix poétique. Il est structuré par une sorte d'alternance de séries de poèmes en prose qui s'intitule Lettres, ça c'est la première partie, Lettres, et ensuite la forme en quelque sorte épistolaire retravaillée, revisitée, revient régulièrement avec des parties qui s'appellent, ensuite il y a ceux qui restent parfois, je ne sais pas, voilà, Lettres encore, donc il y a en quelque sorte presque la suite en filigrane de la première partie dans cette quatrième partie, et enfin dans la dernière partie qui s'appelle Lettres fin. Donc c'est un recueil qui est très construit, dont l'architecture déjà est très parlante, très évocatrice, et puis il y a des poèmes qui sont vraiment très beaux. Je me rends compte que je n'ai pas noté de page, c'est pas bien. Je pense que je vais retrouver un de ceux qui m'a le plus
marqué. Ah oui, celui-là, à la page 31, il est très beau. Et je cherche s'il y en a un juste un tout petit peu plus court. Page 68. Je veille sur le vent, des résidus de silence. Un oiseau qui a cessé de battre des ailes. Rien ne me préserve de cette vie. La consolation ne viendra pas. Je ferme les yeux devant vous. Je ne prétends pas trouver place dans la durée d'un amour. Je ne comprends que peu de choses. Une ombre sur le visage maintient la lumière, mais on ne sait pas. Et j'ai perdu ce que je cherchais, vous. Voilà un des nombreux très beaux poèmes de ce recueil de 1990, Un visage appuyé contre le monde, d'Hélène Dorion. Une belle découverte. Petit intermède en anglais, il y aura très peu de livres en anglais, pour des raisons que je vais expliquer bientôt, que je vais expliquer tout de suite, c'est que j'ai beaucoup lu, puis j'ai lu du coup ces apports québécois, et puis j'ai aussi pas mal acheté la semaine dernière chez les bouquinistes en Bretagne, et du coup, voilà, j'ai lu au fur et à mesure ce que j'achetais, ce qui ne m'empêche pas d'avoir des mètres linéaires de livres en instance depuis des mois, et évidemment, on ne fait jamais les choses de manière rationnelle, enfin moi je ne les fais jamais de manière rationnelle. Donc le seul livre en anglais d'aujourd'hui, de cette journée, de cette série de vidéos numéro 46, c'est Half Gods de Akhil Kumarasamy. Et Akhil Kumarasamy, c'est une jeune écrivaine dont c'est le premier livre. Voilà, tiens, alors on a sa photo, à l'anglo-saxonne, allais-je dire, à l'américaine en tout cas. Akhil Kumarasamy, c'est une jeune écrivaine américaine d'origine sri-lankaise. En fait, je pensais en fait que c'était un livre vraiment sur le Sri Lanka. Je pensais vraiment que c'était une écrivaine sri-lankaise. J'avais certainement lu trop vite les recensions qui m'ont fait acheter le livre. Et c'est un livre vraiment récent, je vérifie, 2018, voilà. Et c'est en fait, alors ça appartient à un genre que j'aime bien, pour ma part, qui est un genre que certaines critiques, il y a un couple de critiques qui a publié un livre qui s'appelle The Composite Novel, le roman composite. J'avoue que les références m'échappent totalement, et je rappelle que je fais ces vidéos en totale improvisation, de manière totalement non professionnelle aussi, comme on s'en aperçoit. The Composite Novel, et donc le roman composite, c'est ce que parfois on a pu appeler le cycle de nouvelles. Mais ce qui est intéressant dans ce concept de roman composite, et qui va vraiment se retrouver dans ce recueil, dans Half Gods, c'est qu'il y a un point commun qui est qu'à chaque fois il s'agit d'un ensemble de textes, de prose narrative, bref, qui ont en fait un lien entre eux, mais un lien qui n'est pas, comme dans un roman, une suite homogène qui va vers une intrigue principale, en quelque sorte. Là, il s'agit presque d'une sorte de kaléidoscope ou de forme éclatée. Et donc, c'est ce qui se produit avec ce Half Gods de Akhil Kumarasamy. J'ai été un peu déçu. Bon, d'abord, c'est très bien écrit, il y a des histoires qui sont très touchantes, mais finalement j'ai été un peu déçu parce que l'intérêt que j'y ai trouvé est presque celui d'un recueil de nouvelles. À savoir que il y a certains textes qui m'ont beaucoup plu, mais en tant qu'ensemble, je n'y ai pas trouvé réellement de projet global. Alors c'est peut-être un roman composite décomposé, ou un roman composite centrifuge, et centrifuge au point de peut-être perdre le fil, finalement, qui les relie. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais quand même signaler cette lecture. Je l'ai lu en entier, bien sûr. Mais enfin, à un moment donné, je commençais à me demander, parce qu'il y a vraiment un texte qui ne m'a pas plu du tout. Je ne dirai pas lequel. Mais je vais lire un extrait. Un extrait, tiens, ça c'est, ah oui, c'est bien écrit ça aussi. Un extrait du texte qui s'intitule The Butcher, le boucher, et qui est, je vérifie vite fait, l'avant-dernier, en fait, l'avant-dernier texte, ou l'avant-dernière nouvelle, ou l'avant-dernier fragment de ce roman composite. Et c'est un des textes qui m'a le plus plu, donc je le note ici aussi, et je vous en lis un extrait. Kwame found him the job at the butcher shop, and Marlon worked nights. He learned how to cut the meat, how to see through the skin and picture bones and organs so the knife moved in a knowing path. He had exchanged his work with engine fluid for animal fluid, but at least these poor creatures were dead and couldn't call out when he cut too deeply and punctured a lung or accidentally hacked off a piece of the heart. The manager was stingy
and desperate for workers, and Marlon had no rent to pay and few needs. After a year, he was working full-time in the shop. At night and during the quiet moments in the day, he would pull out books and feel the heft of them in his hands. His favorite was his book on Johnson, because the man was honorable but seemed so wretched. He was afflicted with sicknesses and tics that made him contort his face in a strange, frightening manner, and his jaw would spring open at the most inopportune times and release unworldly grunts. Still, Marlon wished Johnson were alive today, that he would be 295 years old and even more wretched looking. With him, Marlon thought, he could speak more freely. Frank turned to Marlon and asked, "Didn't Johnson write the first dictionary?" Marlon nodded. "And he gave refuge to prostitutes, and he had trouble with drinking." He paused and added, "He was a Christian." Even with that fact, Marlon knew his mother would not approve of Johnson for company. Donc voilà, c'est un beau texte, un texte qui convoque cette figure très importante, j'allais dire très importante pour moi, donc très importante, souvent un petit peu trop méconnue dans le domaine français, enfin en France on ne connaît pas très bien, Samuel Johnson, grande figure, dont il se trouve que j'enseigne ces temps-ci, je vais re-enseigner au semestre prochain, un des textes les plus brefs et les plus nerveux, qui est l'histoire du prince Rasselas. Voilà. Donc c'était donc un extrait de Half Gods, donc de Akhil Kumarasamy, une écrivaine à suivre, hein. Je suis partagé, je ne suis pas entièrement emballé par ce premier livre, mais il faut voir, parfois il y a des magnifiques premiers livres qui finissent par déboucher sur rien ou par totalement étouffer leur auteur ou leur autrice. Bon ben là peut-être que c'est l'inverse, un premier livre peut-être un peu qui se cherche ou qui n'est pas entièrement abouti, et peut-être que la vraie voie va être trouvée au deuxième, au troisième, donc c'est quand même un nom à noter. Puis bon, moi qui rate quasiment rien de ce qui se publie autour du Sri Lanka, c'était vraiment important pour moi. Je poursuis avec un livre qui m'a été envoyé, donc je remercie l'auteur, je suppose, parce que j'avais un petit mot de l'auteur, Lionel Bourg. C'est là que j'ai vécu. Alors ce livre, il faudra que j'en reparle en octobre, parce que du fait qu'il m'a été envoyé, eh bien, je suis un privilégié, puisque c'est un envoi de presse, ou un service de presse, je ne sais pas comment il faut dire, parce que je n'ai jamais accès à ça, j'ai jamais de service de presse, et notamment pas de service de presse en avance. Et si je regarde ce qui est écrit là-haut, on voit en librairie le 3 octobre. Et donc ce livre, eh bien, si ce que je vais en dire vous donne envie de l'acheter, eh bien il faudra que vous attendiez début octobre. Alors Lionel Bourg, la raison pour laquelle Lionel Bourg m'envoie ce livre, je pense, c'est que je dis très souvent du bien, je crois, en tout cas, enfin, moi j'ai l'impression de dire du bien, et j'essaie de parler du mieux possible, ça on ne sait pas trop, d'ouvrage, d'une collection qu'il dirige aux éditions du Réalgard, et qui est la collection L'Or Piment, et c'est lui qui dirige cette collection. Alors Lionel Bourg, je ne le connais pas plus que ça, j'ai parlé à 2 reprises aussi de petits livres qu'il a fait, tiens ils sont là, non, il y en a un qui est là, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, et des chansons pour les sirènes, voilà, ça c'est un autre livre de Lionel Bourg. Et donc Lionel Bourg, comme je pense que Daniel Damar du Réalgard lui a parlé de mes vidéos, lui a indiqué mes vidéos, eh bien il s'est dit que voilà, c'était une idée de m'envoyer son nouveau livre. Et donc comme je ne connais pas bien du tout toute l'œuvre foisonnante, ou l'œuvre foisonnante, je ne sais jamais comment il faut dire, tiens, on va continuer à montrer les du même auteur, ça c'est quand même un du même auteur qui envoie quand même, il y a beaucoup de livres. Évidemment, il m'est difficile de situer entièrement ce texte, et notamment si j'en crois la 4e de couverture, presque 30 ans après Fragment d'une ville fantôme, l'univers que Lionel Bourg arpente désormais s'avère à la fois intime et chargé de présences qui n'ont rien d'anecdotique. Et donc, moi je n'ai pas lu, alors je regarde du même auteur, et je n'ai pas lu les Fragments d'une ville fantôme, paru chez Cadex en 1992. De sorte que moi j'arrive un petit peu in the middle of nowhere, un peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, et je ne sais pas très bien, évidemment, j'ai pas tout le contexte de l'œuvre qui est derrière. J'ai quand même lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Alors il faut ajouter aussi autre chose, c'est que je finis par connaître pas mal de gens qui parlent de Saint-Étienne, ou qui écrivent sur Saint-Étienne, de créateurs ou d'amis,
principalement d'amis virtuels. J'aime pas trop employer cette terminologie-là parce que je trouve qu'il y a les deux personnes dont je vais parler, Françoise Guichard et Hervé Loire, sont des gens que je n'ai pas rencontrés ou que j'ai rencontrés très brièvement dans la vraie vie, mais avec qui j'ai des échanges qui sont tout à fait réels également du point de vue intellectuel, artistique, amical, etc. Et donc voilà, je commence à connaître pas mal de gens, via les éditions du Réal Gare aussi, je commence à bien connaître, ou à avoir l'impression de bien connaître Saint-Étienne, alors que je n'y ai jamais mis les pieds. Et donc je pense bien sûr que ce livre-là, pour quelqu'un qui n'a pas mis les pieds, qui ne connaît pas du tout Saint-Étienne, ce qui est mon cas, et pour quelqu'un qui connaît très bien Saint-Étienne, ça ne va pas du tout se lire de la même manière, puisque tout le livre est une sorte de grande errance, de grand vagabondage dans les rues de Saint-Étienne, qui est l'occasion pour l'écrivain autobiographe de revenir sur des moments clés de son passé, de son existence, en les faisant recouper avec des moments de la grande histoire, mais aussi en les faisant recouper avec avec toute une bibliothèque en quelque sorte, c'est-à-dire l'intertextualité au sens le plus large, avec comme figure tutélaire principale Baudelaire, André Breton et Jean-Jacques Rousseau, qui sont, je crois, les plus cités, mais aussi avec un très grand nombre d'autres écrivains, des écrivains que je ne connais pas pour un certain nombre d'entre eux, Jules Janin par exemple, dont il a d'ailleurs déjà été question, et puis un autre, je n'ai pas noté la page, je crois qu'il y a quelque chose comme Philibert dans le nom. Ah, il a parlé aussi très bien à un moment donné des Corps vulnérables de Jean-Louis Baudry, dont il dit que c'est très très bien. Ça m'a donné envie de le lire aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de notes de bas de page, il y a beaucoup de citations, il y a énormément, il y a parfois quelque chose qui s'apparente à du name dropping un peu. Si vous n'aimez pas du tout le name dropping, peut-être qu'il faut éviter ce livre-là, mais sinon il y a souvent de très très belles références et c'est très très chouette. Même quand on ne connaît pas Saint-Étienne, voilà, donc c'est un livre, je peux simplifier comme ça, je ne connais pas du tout Saint-Étienne, et j'ai quand même bien aimé ce livre. Je ne retrouve pas du tout le nom de cet écrivain. C'était Philibert quelque chose, pourtant, il me semble. Pierre Philibert, voilà, à la note 12, à la note de bas de page 12, qui se trouve à la page 43. Voilà. Donc voilà, donc ça, ce sont des écrivains que je ne connais pas. Alors évidemment, Baudelaire, Breton, alors je ne sais pas où je suis quand on me parle de Saint-Étienne, mais je sais où je suis quand on me parle de Baudelaire, de Breton ou de Rousseau. Voilà, donc c'est un livre qui est vraiment de l'ordre de cette literature. J'ai déjà à de nombreuses reprises parlé de ce concept-là, la littérature de l'errance, la littérature des chemins de traverse, la littérature des méandres. Et donc là, on est typiquement dans ça, c'est-à-dire avec un côté extrêmement nostalgique. C'est là où moi j'ai le plus de réserve, c'est-à-dire qu'il y a quand même il y a un côté un peu passéiste dans lequel je ne me reconnais pas. Et aussi, dans les références littéraires, il y a des références littéraires, bon, par exemple à Henri-Jean-Marie Levé ou Léon-Paul Fargue, qui moi sont des poètes qui m'ennuient profondément. Donc voilà, donc, on a le droit d'avoir des différents, de ne pas avoir les mêmes goûts toujours que l'auteur d'un livre que l'on apprécie par ailleurs. Mais voilà, donc moi je me reconnais bien là-dedans et je trouve qu'il y a des très belles choses. Enfin, c'est un livre qui se lit, qui est plaisant à lire, qui est assez facile à lire, c'est pas du tout, en dépit de ce que j'ai pu peut-être donner à penser en disant qu'il y avait beaucoup d'intertextualité, de name dropping, ça se lit très aisément. Il y a 2 ou 3 coquilles, je le signale, je sais pas, je pense que ça malheureusement c'est l'exemplaire final, c'est pas les épreuves, donc je pense pas qu'il y ait grand chose à faire et je pense qu'il est certainement trop tard, mais enfin je le signale à l'auteur et à l'éditeur s'il regarde cette vidéo, j'ai noté quand même 3-4 coquilles assez embêtantes, dont une en 4e de couverture. Donc voilà, ça c'est des petits détails. J'ai beaucoup de livres des éditions Kida, mais il y a quand même parfois des coquilles. Je ne suis pas toujours très satisfait de ce point de vue-là, mais je suis un petit peu maniaque aussi, il faut bien le dire. Allez, je finis en lisant un extrait. À propos de Michel Desbordes, je vais y arriver. Beaugency, il pleuvait. Chaussé de croquenaux, je m'étais promené dans l'herbe du sentier de halage, et n'échangeant que de brèves paroles avec les amis qui m'avaient accueilli le matin, m'étais laissé guider par les routes que ces amis, libraires, bibliothécaires, chargés de mission d'un centre du livre et de la lecture, m'expliquaient avoir été celle si souvent de Michel Desbordes. Le vin bu à midi de Chinon de Bourgueil, ayant rompu la glace que les considérations d'usage entre initiés consolident invinciblement dans la majorité des cas. La Loire sautillait sur son lit caillouteux. Des tignasses verdâtres s'emmêlaient sous les arches d'un pont où flottaient des épluchures, des pétales de cerisier, des rameaux de buis, et le vent avait dû les rompre en amont, des brindilles de frêne et de noisetiers. Ravis, non, charmés, émus à ne plus trop savoir pourquoi, nous savourâmes l'impression d'appartenir au flux qui nous transportait, lequel nous immergeait avec obligeance, ou c'est cela, littéralement cela,
raffinement, au cœur du paysage et des récits que nous avions en tête. Je n'ai pas connu Michel Desbordes. Et c'est donc un extrait de la page 89. C'est là que j'ai vécu de Lionel Bourg, apparaître en octobre prochain chez Kidam. Je rappelle que se termine la 46A, on enchaîne avec la 46B. Vous pouvez regarder dans la foulée, ou pas. Vous pouvez vous abonner, ou pas. Vous pouvez regarder en accéléré, ou pas. Vous pouvez couper le son, mais je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez surtout l'écouter sans l'image. Bref, à tout de suite.